Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans 5 rencontres terrifiantes avec des ours. D'un randonneur solitaire luttant pour sa survie dans la nature sauvage de l'Alaska, à un voyage de noces au Canada qui s'est terminé par une violence brutale. Mais d'abord, commençons par l'histoire d'une femme qui est entrée dans son jardin paisible seulement pour devenir la proie d'une attaque cruelle. C'était le 13 juin 2021. À Kalispell, Montana, le matin commença tranquillement et clairement. Martha entra dans son jardin peu après le lever du soleil, enfila ses gants et fredonna doucement en s'approchant du parterre de framboisiers. Derrière la haie, quelque chose bougeait, lentement et avec détermination. Martha Lane vivait depuis plus de 40 ans dans cette partie rurale du Montana, dans une modeste ferme à l'est du parc national de Glacier. Elle et son mari Walter s'y étaient installés à la fin des années 1960, alors que c'était encore une paisible ville de bûcherons. Après la mort de Walter d'un cancer du poumon, Martha était restée et avait transformé son chagrin en dévouement à la terre. Bien qu'elle vive seule, elle n'était pas retirée. Elle partageait souvent des biscuits avec les enfants du quartier et offrait des pots de confiture en automne. Au fil du temps, son jardin est devenu un refuge, nourrissant la terre et attirant des animaux sauvages curieux à sa clôture. Martha était connue pour sa force tranquille et ses rituels simples. Les premières heures du matin dans le jardin, les après-midi à mettre en conserve la récolte, elle faisait confiance au rythme sauvage du Montana comme à un vieil ami, peut-être trop. Le matin du 13 juin, Martha entra dans son jardin comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Ses mains tannées par le temps se déplaçaient avec une aisance habituée. Elle taillait, attachait des plantes, compostait. C'était un rituel silencieux transmis de génération en génération. Mais cette fois, cela devait se terminer par une tragédie. Ce que Martha ne savait pas, un printemps sec avait déclenché une crise dans la nature sauvage voisine. Comme les baies sauvages étaient de rares et que les proies s'étaient retirées plus profondément dans des zones reculées, les grizzlies de la région avaient de grandes difficultés à trouver suffisamment de nourriture. Dans le Glacier Country, ces puissants prédateurs étaient de plus en plus attirés par les environs des habitations humaines dans leur quête désespérée de nourriture. Derrière la haie qui délimitait le jardin de Martha, un jeune grizzly mâle, âgé de seulement 4 ans et récemment indépendant, sentait l'odeur de fruits fermentés dans l'air. Affamé et imprévisible, l'ours était désespéré après des semaines de faim. Bien que les grizzlies soient généralement craintifs envers les humains, ils peuvent devenir dangereux lorsque la nourriture se fait rare ou lorsqu'ils s'habituent à des sources de nourriture créées par l'homme, ce qui augmente le risque de rencontres agressives. Ils font partie des plus grands prédateurs terrestres d'Amérique du Nord. Les mâles adultes pèsent souvent plus de 270 kg. Leurs mâchoires puissantes et leurs griffes imposantes leur permettent de creuser pour trouver des racines ou de déchirer des troncs d'arbres à la recherche d'insectes. L'ours avait parcouru une grande distance, traversé des lits de ruisseaux asséchés et des clairières vides. Plus tôt dans la semaine, il avait pillé des mangeoires à oiseaux à proximité et appris à associer les maisons à de la nourriture facile. Pour cet animal désespéré, les framboisiers soigneusement entretenus de Martha n'étaient pas un jardin précieux, mais une source de nourriture vitale pour sa survie. Elle ne prêta pas attention au léger bruissement des branches. Mais sa caméra de surveillance enregistra quelque chose, une grande silhouette se faufilant à travers le bois dense. Elle ne sentit même pas la douce pression des énormes pattes qui s'enfonçaient silencieusement dans le sol derrière elle. Pour elle, ces bruits faisaient partie de la tapisserie sonore quotidienne de sa vie. Puis, l'attaque éclata sans avertissement. Le grizzly traversa les buissons, les griffes sorties, les yeux sauvages de faim. Martha leva les yeux, surprise. Son visage montrait plus de confusion que de peur, comme si elle essayait de comprendre quel grand animal se tenait soudain dans son jardin. Pendant un bref instant, elle le prit peut-être pour un chien errant. L'ours la heurta avec une force dévastatrice, la jetant au sol et brisant son genou sous son poids. La fourrure de l'animal était trempée de sueur et ses yeux avaient le regard trouble d'un prédateur poussé par une faim au-delà de toute raison. Au début, le grizzly se concentra sur le tas de compost. Avec ses puissantes mâchoires, il se fraya un chemin à travers les épluchures pourries et les coquilles d'œufs. Alors que Martha essayait de ramper hors du chaos, son coude ensanglanté, une chaussure perdue dans la lutte, l'ours reporta son attention sur elle. Martha leva les bras dans une tentative désespérée de se protéger, mais la puissante patte de l'ours frappa sa clavicule avec une force écrasante.
L'impact la projeta au sol tandis qu'une douleur traversait son corps. Les framboisiers, qui lui avaient autrefois apporté tant de joie, étaient maintenant imprégnés de sang. À l'autre bout de la propriété, un chien croisé berger aboyait vivement. Ses aboiements devenaient de plus en plus paniqués. Une porte claqua, un de ses voisins appela le nom de Martha. Sa voix devenait plus pressante. Mais il était déjà trop tard. Poussé par la faim, l'ours avait traîné sa proie dans l'ombre près des arbres. Lorsque le voisin atteignit le jardin, il n'y avait plus aucune trace de Martha. Mais le sol était couvert de sang. Paniqué, il courut de nouveau dans la maison et appela les urgences. Quelques minutes plus tard, les secours arrivèrent et commencèrent une recherche coordonnée sur le terrain et dans les forêts environnantes. Malgré tous les efforts, Martha resta introuvable. Après avoir sécurisé le lieu et vérifié les enregistrements, les secours lancèrent une recherche à grande échelle qui dura 2 jours. Finalement, ils trouvèrent le corps de Martha sur la rive d'un ruisseau, à plusieurs centaines de mètres en contrebas de son jardin, niché au pied d'un ravin. Au même moment, des gardes forestiers ont découvert le jeune grizzly tout près, en train d'examiner un autre bac à compost renversé derrière une maison voisine. Un signe évident du schéma dangereux qui s'était développé. Après que l'animal ait été anesthésié, les autorités ont pris la décision difficile de l'euthanasier. À la suite de cet incident tragique, le comté de Flathead a émis de nouvelles réglementations exigeant des systèmes de compostage sécurisés et des poubelles résistantes aux ours pour tous les foyers dans un rayon de 3 km autour des habitats connus des ours. Cependant, le changement le plus profond s'est fait sentir dans le quartier lui-même. Le jardin de Martha, autrefois symbole de fierté et de liens communautaires, est resté intact après que sa nièce ait ramassé les bocaux de conserve et fait don des provisions qui ne seraient plus partagées. Les enfants, qui autrefois se faufilaient en cachette dans son jardin pour chipper des biscuits faits maison, changèrent maintenant de trottoir en passant devant. Leur insouciance enfantine avait cédé la place à une prise de conscience qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Le matin tranquille de Martha dans le Montana avait été cruellement déchiré. Mais un peu plus au nord, une autre nature sauvage silencieuse devait bientôt être mise en pièces par le même prédateur impitoyable. C'était le 3 septembre 2009 et les conditions dans le parc national Jasper étaient stables et claires. La région semblait calme et idéale pour la randonnée. Adam et Lisa Cartwright, fraîchement mariés, avaient choisi le parc comme destination de leur voyage de noces. Mais, sans qu'ils le sachent, un danger sérieux y rôdait déjà. Adam, âgé de 29 ans, était un développeur de logiciels méthodiques de Calgary qui abordait tout avec une planification minutieuse. De leur mariage, 6 jours auparavant à cette semaine de rêve. Lisa, 26 ans, enseignait dans une école primaire et apportait une joie spontanée dans la vie structurée d'Adam. Ils avaient choisi Jasper plutôt que des destinations tropicales parce qu'ils aspiraient à une véritable soif d'aventure. Ils voulaient se déconnecter de la civilisation et se retrouver sous un ciel étoilé sans fin. Les 3 premiers jours ressemblaient à un rêve. Ils ont parcouru les profondeurs du canyon Maligne, se sont embrassés sous les chutes Athabasca et ont partagé de simples plats de pâtes sur les rives du fleuve éclairées par la lune. Adam documentait leur voyage dans un journal relié en cuir, tandis que Lisa prenait des polaroids. Mais la nature sauvage comportait des dangers qu'aucune liste de contrôle ne pouvait prévoir. À chaque sentier de randonnée, des avertissements étaient visibles. Conserver correctement les aliments. Il les lisait, en faisait des blagues. Lisa grogna de manière ludique. Adam s'accrochait à son muesli. Ils avaient un spray anti-ours, une bombe certifiée et suivaient toutes les règles, ou du moins le croyaient-ils. La 4e nuit, épuisés par une longue randonnée près du col Wilcox, ils installèrent leur campement dans une prairie silencieuse entourée d'arbres. Par fatigue, une petite erreur s'est produite. Une barre protéinée à moitié mangée au goût de banane est restée dans une poche latérale de la tente. Dans une zone à ours, cela suffisait. Les grizzlies possèdent un odorat exceptionnel 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse. Ils peuvent détecter de la nourriture à des kilomètres et une fois qu'ils ont trouvé une piste, ils la suivent sans relâche. Lorsque des animaux habitués aux ours associent les humains à la nourriture, ils perdent leur timidité naturelle et deviennent imprévisiblement agressifs. Alors que les vents de montagne augmentaient et que les nuages engloutissaient la lune, la forêt s'animait de mouvements menaçants. Les prédateurs nocturnes se réveillaient. Des branches craquaient sous un poids invisible.
L'obscurité nocturne elle-même semblait resserrer leur tente vulnérable. Lisa bougea une fois, se rapprochant inconsciemment de la chaleur d'Adam dans son demi-sommeil. Il resta immobile, perdu dans le sommeil. Puis le cauchemar commença. Il n'y eut pas de rugissement digne d'un film, pas d'avertissement dramatique. La paroi de la tente céda simplement alors que quelque chose de massif se pressait contre leur fragile abri. Le bruit du nylon déchiré perça le silence, des griffes déchiquetant leur abri comme du papier de soie. Adam se redressa en sursaut lorsque le cri de Lisa déchira le calme de la montagne. Le souffle de l'ours envahit l'espace exigu, fétide, chaud et prédateur. Sa gigantesque patte traversa la tente comme une faux de destruction. Selon Lisa, Adam se jeta sur son corps. Une main cherchait désespérément le spray anti-ours, tandis que l'autre serrait protectrice son épaule. Le grizzly frappait à nouveau avec une force dévastatrice. Un cri répugnant d'os qui se brise résonna sur la prairie tandis que le chaos éclatait. La voix d'Adam, désespérée et rauque, les pressait de fuir, avant que ces cris ne soient remplacés par le grondement profond de l'ours et les bruits de destruction brutale. Lisa se libéra, pieds nus et paniquée. Sa chemise de nuit flottait alors qu'elle se précipitait hors de la tente détruite et courait dans l'obscurité dévorante. La forêt devenait un cauchemar. Des branches égratignaient son visage, des racines entravaient ses pieds, mais un pur instinct de survie la poussait en avant jusqu'à ce que son souffle se brise et que ses jambes cèdent. Elle grimpa sur le premier arbre stable qu'elle trouva, se déchirant la peau sur l'écorce rugueuse et s'accrochant entre ses branches robustes. En bas, les bruits de dévastation continuaient avec une intensité effroyable. Les appels désespérés d'Adam s'éteignaient peu à peu dans le silence. Elle s'accrochait aux branches toute la nuit, interminable. Elle ne pouvait pas savoir si l'ours avait disparu ou si Adam était encore en vie. À l'aube, un randonneur lointain entendit ses faibles appels à l'aide et alerta les autorités. Les équipes de recherche et de sauvetage la trouvèrent toujours accrochée à l'arbre, incapable de parler ou de se tenir debout. Elle montra en direction de la clairière où sa tente était en lambeaux. Le corps d'Adams a été trouvé à environ 30 mètres de là, partiellement caché sous des aiguilles de pin. Ses mains étaient broyées par le combat. Son torse avait subi toute la fureur de l'ours et ses jambes étaient introuvables. Les autorités ont identifié l'attaquant. Un grizzly mâle massif pesant environ 270 kg, probablement habitué à la nourriture par des rencontres antérieures avec des humains. L'ours a été localisé 3 jours plus tard et euthanasié. Selon les informations officielles, il avait déjà été impliqué dans au moins 2 incidents précédents, mais n'avait jamais attaqué jusqu'à cette nuit fatidique. Lisa a survécu avec seulement de légères blessures physiques, mais des blessures plus profondes sont restées. Les funérailles d'Adam ont eu lieu la semaine suivante à Calgary, en présence de la famille, des amis et de plusieurs collègues de Lisa. La cérémonie funéraire était courte et silencieuse, avec un cercueil fermé et un bref discours funèbre prononcé par le frère aîné d'Adam. Par la suite, Lisa est devenue une défenseure discrète de l'amélioration des mesures de sécurité et a parlé dans des stations de rangers de la frontière ténue entre la beauté de la nature sauvage et l'horreur absolue. Même si cela signifiait peu à la fin, au moins quelqu'un était avec Adam dans ses derniers moments. Ensuite, le combat désespéré pour la survie d'un randonneur solitaire écrasé par la fureur d'un ours noir. C'était le 14 octobre 2017. Le matin dans le comté de Boulder était calme et froid, typique pour cette saison. Pendant la nuit, une légère gelée s'était formée et les conditions dans les contreforts des montagnes rocheuses étaient d'eau claire. Et quelque part dans ces collines, une ligne bleue numérique pulsait régulièrement sur une carte GPS, la dernière course de Daryl Weaver. Daryl avait 33 ans, de profession développeur de logiciels et par ailleurs un minimaliste. Grand, maigre, presque silencieux lors des événements sociaux. Ses amis les plus proches le décrivaient comme étant constamment en mouvement. Il se sentait le plus à l'aise avec des écouteurs dans les oreilles ou sans aucun bruit. Seulement la pure solitude d'un sentier isolé et la sensation que son corps faisait exactement ce pourquoi il était fait. Chaque dimanche, qu'il pleuve ou qu'il neige, il courait dans les montagnes. Pas par ambition, pas pour se montrer, mais pour le silence. La course était devenue sa discipline et son refuge. Après la mort de son père en 2013, il cessa de vouloir traiter la douleur par la conversation. À la place, il accumulait les kilomètres jusqu'à Flagstaff, au-dessus du Bear Peak. Dans les chemins les plus tortueux que Boulder avait à offrir. Il portait de l'eau,
son GPS et une GoPro avec lui, mais pas pour partager quoi que ce soit. Les enregistrements étaient pour lui une méditation numérique. Le mouvement signifiait clarté. L'immobilité ne venait qu'après l'épuisement. Le jour où il est mort, il a choisi l'un de ses itinéraires préférés. Shadow Canyon jusqu'à Fern Canyon Loop, rugueux, étroit, parsemé de schistes et de racines envahies. Des parties du sentier serpentaient si étroitement autour des rochers que des branches effleuraient les bras en passant. C'était isolé, mais pas non marqué. Bien connu des coureurs sérieux et des randonneurs ultra-légers. Et pourtant, il était aussi habité par des créatures indifférentes aux signaux GPS et au rythme humain. Sa montre intelligente enregistrait un rythme régulier de 4 minutes 44 secondes par kilomètre. Les premières minutes se déroulèrent comme d'habitude. Sa caméra GoPro fixée sur la poitrine montrait sa respiration régulière, le rythme de ses chaussures sur le sol, le chant des jets en arrière-plan. Il se déplaçait comme s'il appartenait à cet endroit. Les dernières images de la GoPro sont granuleuses, mais les enquêteurs les ont examinées image par image. Un mouvement brusque, la caméra s'incline sur le côté. Le souffle de Daryl s'arrête, non pas d'épuisement, mais de frayeur. Un mouvement au premier plan devient flou. À moins de 6 mètres, une ours noire et ses 2 petits traversèrent le bas de la pente du sentier, cachés par des broussailles denses. Ils ne l'avaient pas entendu, ils ne les avaient pas vus. Pour un ours effrayé, une personne se déplaçant rapidement peut sembler une menace ou pire encore, un prédateur. Les ours noirs sont les ours les plus répandus en Amérique du Nord. Leur habitat s'étend du Canada jusqu'au Mexique. Bien qu'ils soient souvent plus petits que les grizzlies, avec un poids moyen de 90 à 270 kg, ils sont puissants, rapides et imprévisibles lorsqu'ils sont effrayés. La plupart des attaques par des ours noirs se produisent lorsqu'un ours se sent acculé ou lorsque des petits sont à proximité. Contrairement aux grizzlies, qui peuvent ne faire qu'une fausse attaque, les ours noirs frappent de plutôt immédiatement et résolument lorsqu'ils défendent leurs petits. La mère ours, probablement par instinct, a franchi la distance entre elle et Daryl en une fraction de seconde. Daryl essayait probablement encore de s'arrêter, mais l'attaque est arrivée trop vite pour tout avertissement ou défense. Les GoPro ne connaissent ni peur ni retenue. Les derniers moments capturés sont troublants. L'objectif se déplace brusquement vers la gauche et capture un bruissement violent dans les sous-bois. L'autofocus tente de s'ajuster, mais il est trop tard. Une ombre noire se précipite dans le cadre. Muscles, fourrure, rage, le grondement profond et guttural de l'ours vibre à travers la bande sonore, recouvert par le halètement soudain de Daryl. Un son qu'aucun coureur ne voudrait jamais émettre. La caméra bascule alors qu'il trébuche en arrière, puis l'image s'effondre avec lui au sol. Pendant un bref instant, l'objectif capture la gueule ouverte de l'ours avec des fils de salive entre les crocs. Les enquêteurs ont analysé les enregistrements plus tard, image par image au ralenti. Dans un moment flou, le bras de Daryl se lève, peut-être pour se protéger ou pour attraper la petite bombe de spray anti-ours dans son gilet de course. Mais il n'en a plus l'occasion. La GoPro heurte un rocher, repose inclinée sur le côté et n'enregistre plus que des ombres fugitives et des sons étouffés. Un impact écœurant, puis un autre. Un bruit de respiration saccadée et finalement un long bruit de frottement humide avant que le son ne s'éteigne définitivement. La médecine légale a confirmé des marques de griffes sur le gilet ainsi que des empreintes de morsures correspondant aux molaires d'un ours noir. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard par une équipe de recherche juste à côté du sentier, partiellement recouvert de terre et de branches, comme le font souvent les ours noirs avec leur proie. Ses amis avaient été donné l'alerte dans la nuit lorsqu'il ne répondait pas au message et que son signal GPS était immobile. Sa montre connectée, qui a continué à enregistrer des données de fréquence cardiaque pendant quelques minutes après l'arrêt de la caméra, a aidé à reconstituer le déroulement des événements. Les autorités ont conclu qu'il est mort en quelques secondes après la première attaque. Les parents de Daryl ont demandé que les images de la GoPro ne soient pas rendues publiques. Sa sœur a pris la parole lors d'une cérémonie commémorative près du point de départ du sentier, à laquelle des dizaines de coureurs sont apparus en silence et se sont mis en route au lever du soleil pour retracer son dernier parcours. Ils ont dispersé des graines de fleurs sauvages le long de la crête, où il s'arrêtait souvent pour respirer profondément. Son dernier kilomètre est toujours visible dans les applications de fitness, juste une ligne bleue qui se termine dans les arbres.
Après que la vie d'un coureur solitaire ait pris fin profondément dans la nature sauvage de l'Alaska, sous un ours, deux frères devaient affronter une horreur encore plus brutale, enfermés dans une cabane en feu avec un prédateur enragé. C'était le 17 février 2015, sous l'immense et impitoyable nature sauvage de l'Alaska, où toute trace de civilisation a disparu et où la nature règne sans partage, l'obscurité avait depuis longtemps englouti la terre gelée lorsque les frères Kevin et Neil Latimer ont fermé leurs vestes épaisses et sont sortis dans le froid glacial. La cabane, située à environ 80 km au nord de Juneau, était plus qu'un simple abri. Elle était l'héritage des frères Latimer transmis par leur grand-père qui était venu en Alaska pendant le boom des pipelines. Chaque février, Kevin et Neil revenaient, comme une horloge, poussés par la tradition et leur amour commun pour la nature sauvage. Kevin, âgé de 30 ans, plus âgé et intrépide, avait toujours pris les devants. Neil, 26 ans, plus calme et prudent, le suivait et se sentait invincible dans l'ombre de Kevin. Ensemble, ils empilèrent du bois, pêchaient dans des lacs gelés et racontèrent des histoires à la lumière de la lampe à pétrole. Des rituels qui les liaient aussi fortement que leur sang. Pendant 2 jours, les frères vivaient en parfaite harmonie. Ce soir-là, ils firent de griller des truites de lac sur le réchaud à gaz et rirent en buvant du café noir, ne se doutant pas que ce serait leur dernier repas ensemble. Dehors, la température chutait rapidement. À l'intérieur, le poêle à bois offrait une chaleur fragile. Mais dehors, quelque chose rôdait, non attiré par des restes de nourriture ou des odeurs, mais par la faim primitive d'un prédateur affamé. Ils ne voulaient pas leur nourriture, ils les voulaient eux. Kevin fut le premier à s'endormir dans le cocon de laine. Neil restait éveillé, écoutant les bruits légers, le bois qui crépitait, les poutres qui craquaient et un bruissement à peine audible, suggérant que la vie continuait même dans le froid. Peu après minuit, lorsque l'obscurité était la plus dense, le silence éclata. Un seul craquement éclatant du verre et de la neige explosèrent à l'intérieur lorsque la fenêtre de la cabane se brisa. Une silhouette massive de fourrure et de muscles se fraya un chemin à travers l'ouverture. Environ 360 kg de faim et de désespoir prirent forme. Un ours brun, poussé au bord de la folie par le milieu austère de l'hiver, avait suivi l'odeur irrésistible de la truite et de la chaleur. Les ours bruns, contrairement à leurs plus petits cousins, les ours noirs, peuvent peser jusqu'à 680 kg et possédant des griffes pouvant atteindre 10 cm de long. Lorsque la nourriture se fait rare en hiver, ils deviennent de plus en plus agressifs et imprévisibles, capables de briser murs et portes avec une facilité effrayante. L'ours poussa un rugissement qui semblait ébranler les fondations de la terre. Kevin, qui dormait le plus près de la fenêtre, eut à peine le temps de reprendre conscience avant que l'animal ne l'atteigne. Yarignagne. D'énormes griffes frappèrent son flanc et le projetèrent de sa couchette comme un jouet d'enfant. Du sang éclaboussa le mur et s'évapora dans l'air glacé qui s'engouffrait maintenant par la fenêtre brisée. Le corps de Neil se figea tandis que son esprit tentait de comprendre ce qui se passait devant ses yeux. Puis, il se précipita vers le pistolet de détresse monté à côté de la porte, l'équipement d'urgence qu'ils avaient déjà presque oublié d'emporter. Sans hésiter, Neil tira en plein chaos. La fusée éclairante explosa comme un lever de soleil artificiel, traçant une traînée rouge sang à travers la pièce exiguë. L'ours tituba en arrière, momentanément désorienté par la lumière vive et la chaleur brûlante. Neil a dit plus tard qu'il avait cru, pendant un instant haletant, que l'animal pourrait se retirer. Mais au lieu de fuir, l'ours trébucha à reculons directement dans le poêle à bois qui leur avait fourni de la chaleur. L'impact projeta des étincelles incandescentes dans toutes les directions comme des lucioles mortelles. La vieille cabane, aussi sèche que du parchemin antique, après des décennies d'hiver en Alaska, prit feu à une vitesse effrayante. Ce qui suivit fut un chaos pur. Une épaisse fumée remplissait la petite pièce, rendant la respiration presque impossible. L'ours rugissait, sa silhouette massive vacillait sauvagement, tandis que les flammes dévoraient sa fourrure. Le feu se propageait rapidement à travers le plafond. Kevin gisait inconscient. Une flaque de sang se formait sous lui. Poussé par le désespoir, Neil attrapa son frère et le tira. Ils se précipitèrent dans la neige tandis que la cabane derrière eux s'embrasait. L'ours, à moitié en feu, disparut entre les arbres. Neil traîna Kevin sur plusieurs kilomètres à travers la neige jusqu'à la taille. Le vent coupait sa peau, du sang imprégnait sa veste. Chaque pas était une lutte contre le froid, l'épuisement et la peur d'arriver trop tard. Le temps se brouillait. Peu avant l'aube, il découvrit des traces de motoneige, faibles mais réelles,
Il s'effondra à côté d'elle. Ses poumons brûlaient. Ses mains étaient engourdies. Kevin restait immobile. Les gardes forestiers de la région avaient vu la fumée inhabituelle de loin. Contrairement à la pratique habituelle, ils l'ont signalé. Les équipes d'intervention ont trouvé les frères avant midi, après avoir suivi la trace de sang dans la neige qui avait commencé à la cabane en feu. Neil était gelé, en hypothermie et à peine conscient lorsqu'on l'a découvert. Kevin était mort dans la nuit, probablement à cause d'une perte de sang. Pourtant, Neil n'avait jamais entendu son dernier souffle. Il était probablement trop concentré sur le fait d'aller chercher de l'aide. Après tout, les autorités ont déclaré que l'ours était affamé, ce qui explique son comportement agressif. Quelque chose qui peut se produire pendant les durs hivers de l'Alaska. L'incendie a été classé comme accidentel et la cabane a brûlé jusqu'à devenir cendre et métal tordu. 2 jours plus tard, des gardes-chasse ont trouvé l'ours à un autre endroit et ont dû le tuer. Le corps de Kevin a été rapatrié dans sa ville natale de Fairbanks, où la famille a organisé un petit enterrement silencieux. Selon l'éloge funèbre prononcé par Neil, ce qui lui restait le plus en mémoire n'était pas le rugissement de l'ours ou l'incendie lui-même. C'était le moment où il s'est retourné alors qu'il traînait Kevin dans la neige et a réalisé que son frère ne respirait plus. Le feu qui a consumé Kevin brûlerait dans la mémoire de Neil. Mais 13 ans auparavant, au cœur de la forêt de Flathead dans le Montana, un ours noir a déchiré une tente et a traîné un garçon dans la nuit. Un événement qui s'est gravé dans la mémoire de milliers de personnes. C'était le 10 octobre 2002. La forêt nationale de Flathead dans le Montana était calme. Les couleurs d'automne s'estompaient alors que l'hiver approchait. La nature sauvage était familière à d'innombrables groupes scolaires et était même décrite par beaucoup comme une expérience inoubliable. Mais en ce jour particulier, cette excursion en bus devait être marquée par une tragédie. Parmi les 29 collégiens dans le bus, il y avait Thomas Mallory, âgé de 11 ans, un garçon dont le calme cachait une profonde curiosité pour l'univers. Thomas vivait chez sa grand-mère dans une petite ville voisine. Ses parents étaient décédés dans un accident de voiture 2 ans auparavant. À l'école, les enseignants disaient qu'il restait souvent à l'écart, trouvant du réconfort dans les livres d'astronomie et les rythmes prévisibles du ciel nocturne, plutôt que dans les courants imprévisibles des amitiés enfantines. Les enseignants, Madame Riley, Monsieur Hart et Coach Dunlap, avaient passé des semaines à préparer le camping en zone d'ours. Les règles de sécurité ont été inculquées, stockage des aliments à l'épreuve des ours, rester ensemble et ne jamais rompre le protocole. Pourtant, la plupart des élèves n'écoutaient qu'à moitié, rêvant de feux de camp et de s'mores, sans être conscients des dangers qui se cachaient au-delà des arbres. À une clairière, près d'un lac miroir, le groupe installa le camp. Des tentes colorées se dressaient vers la lumière, des rires résonnaient, tandis que des piquets y étaient enfoncés et des bâches fixées. Thomas fut associé à Kyle et Marcus, 2 garçons plus bruyants qui le toléraient avec une indifférence désinvolte. On disait qu'ils lisaient en silence, tandis que les 2 autres échangèrent des blagues auxquelles ils ne participaient jamais. À la tombée de la nuit, Madame Riley donna une dernière consigne de sécurité. Pas de nourriture dans les tentes, glacières sécurisées à l'extérieur, latrines sous abri. Les enfants acquiescèrent distraitement, leurs pensées déjà tournées vers le sommeil. Cependant, dans le chaos de la gestion de 29 enfants, des erreurs se produisirent. Après le dîner, l'entraîneur Dunlap avait apporté sa glacière dans la tente des enseignants pour la nettoyer, avec l'intention de la sécuriser correctement par la suite. Mais la fatigue et les distractions, soigner une ampoule d'un élève, remplir des papiers, firent oublier la glacière près de l'entrée de la tente. Un appel invisible venant de l'obscurité. La nuit s'approfondissait. Le campement devint silencieux, enveloppé dans la sécurité trompeuse des tentes et des sacs de couchage. Puis, à 2h17 du matin, le calme de la forêt fut brisé. L'ours est venu. Attiré par l'odeur de nourriture oubliée, l'ours noir adulte s'est approché de la tente des enseignants. Avant l'hibernation, ils entrent dans la phase d'hyperphagie, une période de quasi-constante alimentation pour accumuler des réserves de graisse pour l'hiver. Pendant cette période, les odeurs de nourriture deviennent irrésistibles. Une glacière oubliée est un jackpot, offrant des calories faciles sans chasse. Cet instinct peut rendre les ours audacieux et même agressifs, surtout lorsque les campements humains offrent de la nourriture accessible. Le bruit de tissus déchirés et de grognements gutturaux perça le silence de la nuit. Des cris éclatèrent alors que les enfants fuyaient leur tente. La panique se propagea dans le camp comme un feu de brousse.
L'attention de l'ours se tourna vers l'abri le plus proche, la tente de Thomas. Sous le poids de l'ours, la tente s'effondra comme un fragile château de cartes, emprisonnant Thomas, Marcus et Kyle sous le nylon et les piquets. Dans le chaos, Marcus et Kyle s'échappèrent. Leurs cris désespérés se mêlaient à la terreur croissante. Pas Thomas. Ce qui s'est passé dans la tente effondrée a été reconstitué plus tard à partir de tissus déchirés, de traces de sang et des souvenirs fragmentaires des témoins. L'ours, confus et désespéré, avait confondu le sac de couchage enroulé de Thomas avec de la nourriture. Ses pattes massives frappaient le sac de couchage, les griffes s'enfonçaient profondément à travers le tissu et les couches d'isolation, déchirant les bras et la poitrine de Thomas. Les cris étouffés du garçon furent engloutis par le chaos. Les griffes acérées de l'animal tranchaient avec une précision effrayante, déchirant la chair, perçant la peau et fendant les os sous le poids écrasant. Le sang imprégnait le tissu chaud et collant, se mêlant à la terre humide en dessous. Les élèves qui ont vécu cela ont décrit chaque instant comme une heure de terreur étendue à l'éternité. Ils voyaient et entendirent l'obscurité, accompagnée de grognements et du bruit écœurant de la chair déchirée. Lorsque les lampes de poche se sont allumées et que les sifflets d'urgence ont retenti, l'ours avait déjà disparu dans la forêt, emportant avec lui des restes du sac de couchage. Les mains de M. Hart tremblaient alors qu'il appelait à l'aide. Certains enfants couraient vers les restes mourants de braise du feu de camp, d'autres restaient figés sur place, paralysés par le choc. Madame Riley comptait les têtes avec une précision mécanique tandis que l'entraîneur Dunlap pleurait, accablé par la culpabilité. Sa glacière oubliée était devenue une erreur fatale. Les équipes de secours sont arrivées à l'aube. Elles ont trouvé Thomas à environ 45 mètres dans la forêt où l'ours l'avait traîné. Le garçon qui rêvait d'étoiles ne devait plus jamais voir un lever de soleil. L'ours a été retrouvé peu après et euthanasié. Pour les camarades de classe de Thomas, le souvenir ne s'est jamais estompé. Il était plus que le garçon silencieux avec le livre d'astronomie. Il est devenu le symbole de l'innocence perdue et des dures conséquences de l'échec humain dans la nature. Beaucoup luttaient avec des sentiments de culpabilité de survivants et se demandaient pourquoi ils avaient échappé, mais pas Thomas. Des années plus tard, sous les mêmes étoiles que Thomas admirait autrefois, la forêt nationale de Flathead reste silencieuse, garde ses secrets et rappelle à tous ceux qui y entrent que la nature ne pardonne pas les erreurs, peu importe à quel point elles peuvent sembler innocentes. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a captivé, préparez-vous. Ce qui vient ensuite est tout aussi intense et peut-être encore plus difficile à croire. À bientôt.